Merci Eric, bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait du bien de se voir pour de vrai. Merci à la commission d'organisation du congrès de m'avoir fait cet honneur de faire cette conférence de prestige. Inutile de dire que non seulement je suis très honoré, mais je suis aussi très ému. Peut-être je vais avancer comme ça. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, il y a beaucoup de malades qui meurent dans nos services de réanimation, c'est une évidence. C'est l'endroit dans un hôpital où on meurt le plus. Et donc, nos équipes sont confrontées depuis très longtemps à la fin de vie et à la mort, avec parfois ou souvent des situations complexes au point de vue psychologique. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'évolution de la démarche éthique qui nous a permis au cours du temps de pouvoir intégrer l'éthique dans le soin quotidien de nos patients. Alors je ne vais peut-être pas vous donner des clés, mais j'espère que je vais vous donner quelques ingrédients qui m'ont aidé à construire ma propre réflexion éthique. L'image emblématique de la réflexion éthique en réanimation, c'est les limitations et arrêts thérapeutiques. Et je commence par cette histoire clinique qui n'est pas très originale, mais qui m'a marqué il y a quelques années. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je m'en souviens encore très précisément aujourd'hui. C'est une femme de 42 ans qui a fait un arrêt cardiaque prolongé dans un contexte d'intoxication massive avec des agents caustiques. La prise en charge initiale était complexe. Et puis, à G10, la patiente ne se réveille pas bien. Elle ouvre les yeux de façon spontanée. Elle a un réflexe cornéen, un réflexe photomoteur. Mais sa réponse à la stimulation douloureuse est inadaptée et le EEG montre un tracé ralenti non réactif. À J20, le réanimateur que je suis, et que j'étais à l'époque, propose d'arrêter la réanimation chez cette patiente. Alors si je replace un peu le contexte des années 90, 80-90, on ventilait avec des très hauts volumes courants, on faisait beaucoup de cathétérisme droit, il y avait beaucoup de staphylocoques dorés métiers dans nos services, il n'y avait pas de repos après les gardes, on exerçait une médecine encore paternaliste, les salles d'entretien pour recevoir les familles en réanimation étaient rares, les horaires de visite pour les proches en réanimation étaient limités ou très limités, et bien sûr, il n'y avait pas de loi sur la fin de vie. Mais les questions qu'on se posait à l'époque étaient les mêmes que celles qu'on se pose maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'il est justifié d'arrêter les traitements chez certains patients ? Qu'est-ce que je vais dire à la famille et comment je vais présenter les choses à la famille et puis comment je vais arrêter ces traitements ? Mais à l'époque, il n'y avait pas de recommandation. Et puis il y avait un vide juridique et donc la question que je me posais c'était est-ce que j'ai le droit d'arrêter les traitements de réanimation ? Est-ce que je ne risque pas quelque part d'être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Alors si je grattais un peu plus sur les textes juridiques, je tombais que sur des trucs qui me faisaient peur, c'est-à-dire le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. 30 ans de réclusion criminelle. Et puis comme c'est un meurtre avec préméditation, là c'est encore pire. Alors heureusement, nous avions des choses pour nous conforter, et en particulier le modèle de certains de nos maîtres à penser, en particulier Maurice Rapin, qui dès le début des années 80 avait dit finalement quand on prend en charge la réanimation, il y a 4 grades. Le premier grade, on fait tout, c'est les traitements maximum. Le grade 2, on fait tout, sauf s'il fait un arrêt cardiaque, et s'il fait un arrêt cardiaque, on ne réanimera pas cet arrêt cardiaque. C'est l'équivalent du DNR anglo-saxon, Do Not Resuscitated. Le grade 3, ça correspond aux limitations thérapeutiques, et le grade 4, c'est l'arrêt de traitement de supports vitaux, arrêt thérapeutique. Et puis cette volonté de limiter ou arrêter des traitements, c'est en accord avec la volonté, la nécessité de ne pas faire souffrir les patients, le non-acharnement thérapeutique, comme on disait à l'époque. Et puis ça va bien avec ce qui est écrit dans le code de déontologie médicale, et puis ce qui sera écrit un peu plus tard dans la charte du patient hospitalisé, et puis après viendront les premiers textes de loi qui confortent ces positions, la loi du 9 juin 1999, la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé. Alors pourquoi je me souviens si bien de cette patiente ? Eh bien parce que cette patiente, au moment où on décide d'arrêter la réanimation, au moment où on arrête la ventilation, je me dis « Ok, je le fais, je suis en accord avec ma conscience, mais je ne sais pas ce que fait
mon voisin ou mes voisins de Tours, d'Angoulême, de Limoges, d'ailleurs, et puis dans toute la France. Et donc, c'est à partir de cette patiente, très précisément, qu'on a eu l'idée, avec Édouard Ferrand, de faire les premières études épidémiologiques qui ont été publiées dans 2 très grands journaux. L'étude Latarea, c'est 102 centres en France qui participent à cette étude où on collige toutes les admissions en réanimation pendant 2 mois, ça fait 7300 patients. Les résultats principaux de cette étude, c'est on prend chez ces patients une décision de limiter ou d'arrêter les traitements dans 11% des cas, soit limitation puis arrêt, ou soit arrêt thérapeutique d'emblée. Le deuxième chiffre important de cette étude, c'est qu'un malade sur 2 dans nos services, à l'époque, décède après une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique. De façon non surprenante, les patients concernés sont plus âgés, plus graves, et ils ont plus souvent une défaillance neurologique. Mais ce n'est pas tout. Certains chiffres nous ont sauté à la figure. Certains patients chez lesquels on a pris une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique sont compétents, mais on ne leur donne pas d'informations, 1/4 des cas. Certaines familles sont présentes dans les services disponibles, mais on ne leur donne pas d'informations, 30% des cas. Les décisions sont notées dans les dossiers, 40% des cas. Et encore, la décision est prise par un seul docteur, 12% des cas. La décision est prise pendant la nuit, 11% des cas. Et donc, cette étude a eu un certain retentissement médiatique, plutôt positif, sur la conscience des réanimateurs sur cette obstination déraisonnable ou cette volonté de non-obstination déraisonnable, même si on n'utilisait pas le terme à l'époque. Et donc, après cette étude, les premières recommandations de la SRLF ont été éditées en 2002 sur la façon de prendre une décision de limiter ou d'arrêter des traitements. C'est une procédure argumentée, collégiale, avec la participation des médecins et des paramédicaux, transparente avec les proches, traçable dans le dossier des patients, avec associé des mesures de traitement palliatif, d'accompagnement de fin de vie. Il n'y a pas d'injection avec intentionnalité létale, on ne fait pas d'euthanasie. Ainsi, ma première clé, c'est formaliser. Nous avons appris à mener une réflexion formalisée au lit du patient pour prendre nos décisions. Les 9 points clés de cette décision concernent le patient, et vous connaissez ça, et c'est votre pratique quotidienne maintenant, la volonté exprimée, le mauvais pronostic de sa maladie aiguë, le mauvais pronostic des comorbidités, la mauvaise qualité de vie avant ou estimée après son séjour en réa, les proches, la collégialité, comme je l'ai dit. La vie extérieure, la SRLF ne l'avait pas prévu, ça au départ, ça a été rajouté dans le texte de loi Leonetti, et la traçabilité. Attention, c'est bien fait, certes, mais ce n'est pas forcément si simple et ça ne nous protège pas de certaines choses plus complexes que là aussi il faut comprendre et assumer. Et il y a, quand on prend ces décisions, des facteurs perturbateurs, subjectifs et émotionnels. Nous sommes subjectifs quand on évalue la qualité de la vie, nous sommes parfois subjectifs quand on présente l'information, et puis nos comportements, il faut en être conscient, peuvent être modifiés en fonction du nombre de places disponibles. Je ne vais pas beaucoup parler du Covid aujourd'hui, mais nous l'avons vécu, à notre fatigue physique ou psychologique, à notre gestion personnelle de notre propre dilemme éthique, aux influences de certaines personnalités au sein des équipes et lors de la rencontre des proches. La loi Leonetti de 2005, c'est l'acceptation légale de la non-obstination déraisonnable, l'acceptation du laisser mourir. Elle souligne la possibilité pour un patient de refuser les traitements. Elle place l'importance de la personne de confiance. Elle autorise les médecins à arrêter les traitements si le patient ne peut pas donner son avis et fixe le protocole à respecter, qui reprend ou qui est très parallèle au protocole de la SRLF. Elle souligne le droit du patient à avoir des soins palliatifs. Mais ce n'est pas fini. Le processus décisionnel, on dit d'ailleurs LAT, limitation arrêt thérapeutique, c'est le même qu'on prenne une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique. Mais quand on va passer à l'applicatif, les limitations, ce n'est pas pareil que l'arrêt thérapeutique. Et il faut comprendre l'intentionnalité. Dans les limitations, l'intentionnalité, c'est plutôt l'espoir qu'un cap sera franchi avec des moyens relativement réduits.
En quelque sorte, tant pis si le malade meurt. Sous-entendu, tant mieux s'il survit, et puis s'il survit avec une qualité de vie la meilleure possible. Si ma décision, c'est arrêt thérapeutique, dans ce cas-là, même si le terme est un peu brutal à prononcer, c'est tant mieux si le malade meurt. Mon intentionnalité, c'est bien de le laisser mourir, à condition que je l'accompagne jusqu'à la mort, en m'assurant de son confort et de son respect, et en accompagnant et en soutenant ses proches. Ma deuxième clé, c'est intentionnalité. Comprendre et assumer la signification d'une décision de limitation ou arrêt thérapeutique. Une fois qu'on a pris la décision d'arrêter des thérapeutiques, il y a certaines choses qui sont plus compliquées que d'autres. Parmi celles-là, l'arrêt de la ventilation, l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation, et puis la pratique de la sédation profonde et terminale. Alors, si je repositionne l'intentionnalité dans le cadre juridique, la loi Leonetti, 2005, on l'a dit, c'est laisser mourir. La loi Claes-Leonetti, 2016, c'est laisser mourir, mais j'ai mis un point d'interrogation. On va voir pourquoi. Et puis, en ce moment, vous savez qu'est discutée une loi sur l'aide à mourir, et dans ce cas-là, si cette loi est votée, on sera dans le faire mourir. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. La loi Claes-Leonetti, d'habitude, quand on fait une loi, il y a des contents, il y a des pas contents. Dans la loi Claes-Leonetti, il y a des contents, fort heureusement, et puis il y a deux groupes de pas contents. Il y a ceux qui trouvent que la loi ne va pas assez loin, et ceux-là, c'est les militants pour une loi sur l'aide à mourir, et puis il y en a d'autres qui disent que c'est une loi qui va déjà trop loin et que c'est un pas vers une euthanasie déguisée. Et donc, si on reprend mon schéma sur l'intentionnalité, qu'on se focalise sur la loi Claes-Leonetti, la question posée, c'est est-ce que l'arrêt de la ventilation, ce n'est pas la loi Claes-Leonetti, ça existe depuis bien avant, mais je l'ai regroupé avec la sédation, parce que c'est ça qui a fait beaucoup de discussions dans la loi Claes-Leonetti, parce que la problématique est identique à mon avis. Et la question, c'est est-ce qu'on est, avec cette loi Claes-Leonetti, assortie de la sédation, encore une fois, on l'était déjà avec la ventilation, que je vais montrer, est-ce qu'on est toujours dans le laisser mourir? D'où le point d'interrogation. Le réanimateur, il est au milieu. Il prend sa décision d'arrêter la réanimation avec la sédation, l'arrêt de la ventilation et tout ce que je viens de dire. Au final, il faut qu'il prenne sa décision. On a vu qu'il était sensible à l'émotion, au dilemme éthique, et puis il est entouré d'un certain nombre de signaux, de messages qu'il va falloir intégrer, classer, accepter pour prendre la décision finale. Et des fois, c'est ambigu, ambivalent, et puis il faut tenir compte de la temporalité, et puis je m'inquiète du confort que je vais pouvoir donner à mon patient, je fais attention à ses directives anticipées, à la souffrance des proches, à la souffrance éventuellement des soignants, à la crainte d'une certaine euthanasie déguisée, et à la façon dont je vais pratiquer la sédation. Alors je vais reprendre un certain nombre de ces mots, et puis je vais les commenter. Ambiguïté. Quand on a fait l'étude AREV sur l'arrêt de la ventilation, qui compare les deux méthodes d'arrêter la ventilation chez un malade en fin de vie, soit l'extubation d'emblée, soit le sevrage ultime, dans la préparation à cette étude, on avait envoyé un questionnaire à 450 d'entre vous, la moitié de paramédicaux, la moitié de docteurs, et c'était avant la loi Claes-Leonetti, mais les résultats montraient quand même que le sevrage ultime est considéré comme une forme d'euthanasie par 17% des paramédicaux, 13% des docteurs. L'extubation est considérée comme une forme d'euthanasie par presque 30% des infirmiers ou infirmières de réanimation et 16% des médecins. Et il y en a même certains qui pensaient que l'extubation était une pratique illégale dans nos services. Souffrance des proches. Alors c'est logique de s'intéresser à la souffrance des proches chez un malade qui est en fin de vie, puisqu'on peut espérer que notre patient ne se rend plus trop compte de ce qui se passe. Par contre, les proches trinquent. Et c'est ce qu'on a montré dans l'étude AREV, qui compare, comme je le disais, extubation d'emblée et puis sevrage ultime. Alors il n'y a pas de différence sur la souffrance des proches, quelle que soit la technique utilisée.
Mais par contre, quand on regarde sur les schémas de gauche, la fréquence des proches qui ont des éléments d'un syndrome de stress post-traumatique, c'est 40% à 1 an. La fréquence des proches qui ont encore des stigmates de deuil pathologique ou de deuil prolongé à 1 an, c'est 30 à 40%. Alors fort heureusement, malgré cette souffrance, les proches ils sont plutôt satisfaits de notre travail, puisque si on nous donnait une note sur la façon dont on a fait et dont on a accompagné les proches pour cette fin de vie, eh bien on aurait au minimum la note de 8,5 sur 10, et on peut se satisfaire de ce résultat. La sédation continue au cours de la fin de vie. Dans des études qui ont été faites par questionnaire sur l'intentionnalité de la prescription de cette sédation, alors vous voyez que les références sont assez anciennes, c'est des références états-uniennes, mais quand même, il y a une forte proportion des docteurs qui disent, réanimateurs, qui disent que quand ils prescrivent de la sédation chez les patients en fin de vie, eh bien, c'est une façon partiellement ou totalement délibérée d'accélérer la survenue du décès. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la sédation profonde et continue et justement la survenue de ce décès ? Finalement, il n'y a pas d'études qui fassent cette relation de façon franche. Et les études, là encore plutôt anciennes, montrent plutôt l'inverse, c'est-à-dire les patients qui reçoivent de la sédation profonde et continue ou des doses plus fortes, ils vont plutôt décéder plus tardivement que ceux qui n'en reçoivent pas ou reçoivent des doses plus faibles. Et c'est ce qu'on a trouvé aussi dans l'étude AREV. Là aussi, quelques chiffres nous sautent à la figure. Quand on prend la décision d'arrêter la ventilation chez nos patients, 1 sur 2 est inconfortable. Et quand on regarde la prescription de la sédation au moment où on prescrit, où on réalise cet arrêt de la ventilation, il y a beaucoup de malades qui n'ont pas de sédation, il y a beaucoup de malades qui n'ont pas d'analgésie. Alors on se rattrape un peu après, une fois que le processus est engagé, mais pas complètement. Je n'ai pas mis les chiffres ici, mais pas complètement. Et puis, si on regarde la survenue du décès, les malades qui mettent le plus de temps à décéder, ce n'est pas une volonté, c'est comme ça, c'est ceux qui sont les plus inconfortables. Et ceci est indépendant de la dose de la sédation administrée, de la dose de morphinique administrée et du nombre de bolus qui est administré quand on trouve que nos patients sont inconfortables. Donc clairement, il y a du progrès à faire. Alors finalement, est-ce qu'on est toujours dans le laisser mourir ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans le aider à mourir ? Et d'ailleurs, le député Alain Claes, quand il écrivait le texte de loi, il m'avait téléphoné, j'ai eu cet honneur, pour me dire « Est-ce que vous croyez que j'ai le droit d'écrire dans ma loi « aider à mourir » ?» Et finalement, il n'a pas écrit ça. Mais je pense que l'intentionnalité n'est pas le faire mourir, l'intentionnalité doit être le confort, l'absence de souffrance, même si le prix à payer est l'accélération de la survenue du décès. Ce qui compte, c'est notre intentionnalité. Et finalement, ma troisième clé, ce qu'on souhaite, c'est aider à bien mourir, aider à ce que notre patient meure confortablement et qu'on l'accompagne dans sa fin de vie le mieux possible. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Sur ce schéma un petit peu compliqué, il y a en haut la qualité de vie du patient, en haut la qualité de vie du patient, en bas l'intensité du traitement. C'est une maladie chronique, qu'elle soit cancéreuse, cardiaque, respiratoire, peu importe, le schéma est le même. Et donc, au départ, en phase initiale de la maladie, même s'il ne va pas bien, notre objectif, c'est de lui redonner une bonne qualité de vie, une bonne espérance de vie. Et puis après, la maladie évolue, et puis sa qualité de vie diminue jusqu'à la fin de sa vie. Intensité des traitements. Au départ, les traitements spécifiques de la maladie sont mis en place, et puis le malade est stabilisé, puis à un moment donné, il va moins bien, donc on va mettre de plus en plus de traitements spécifiques, et puis à un moment donné, les traitements sont plus efficaces, on va les arrêter. Les soins palliatifs, ils commencent dès le début. Alors au début, on n'a pas besoin de beaucoup, mais on en a où certains patients en ont besoin dès le début. Et puis après, ça augmente, et en fin de vie, le besoin dans ces soins palliatifs est important. Et pour ça, on n'a qu'un seul terme, palliatif. Je fais du palliatif quand mon malade a une bonne qualité de vie. Je fais du palliatif quand il s'approche de sa fin de vie.
Je fais du palliatif quand je l'accompagne dans sa fin de vie. Et pour nous, la réanimateur, c'est gênant, parce que quand on nous dit que c'est un malade palliatif, il a d'emblée l'étiquette dans le dos, il dit « Oh là là, ça, c'est pas un malade pour nous ». Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un peu plus? Et j'ose une proposition de changement de la sémantique. Le papier vient d'être accepté dans Critical Care, où on aurait finalement, pour qualifier nos soins palliatifs, 3 stades différents et 3 objectifs de soins différents, avec un parcours de soins en réanimation différent. Le stade curatif, c'est quand l'espérance de vie est bonne, le malade il a une bonne qualité de vie, ou en tout cas, je n'ai pas de raison de penser que je ne vais pas lui redonner sa qualité de vie, il a une espérance de vie prolongée. Ce malade, s'il fait une complication, je vais le prendre en réanimation sans restriction et sans hésitation. Pour le malade qui s'approche de sa fin de vie, mais qui n'y est pas encore, sa qualité de vie est un peu altérée, il est fatigué, mais elle est encore acceptable. Et donc on pourrait proposer pour lui le terme mélioratif, ça existe, hein, qui veut dire que finalement l'objectif du soin, c'est de voir si on ne peut pas encore améliorer cette qualité de vie pour lui permettre d'être le plus confortable possible, même si je sais que je ne lui redonnerai pas une qualité de vie normale. Ce malade, si on me le propose en réanimation, à ce moment-là, soit je dis non, soit je dis OK, mais avec des traitements d'emblée limités. Et puis j'ose un néologiste, hein, j'invente un mot, le terme palliatif, hein, pour qualifier les soins palliatifs d'accompagnement du patient dans sa toute fin de vie. Et donc, ma quatrième clé n'est pas très modeste, puisque c'est l'invention d'une nouvelle sémantique, donc il reste à se l'approprier et puis à voir si ça convient à tout le monde. Les essais qui ont été faits dans la biblio jusqu'à présent sont des échecs pour essayer de trouver une nomenclature un peu plus uniforme. Et donc, pour conclure, je ferai quelques messages. Le premier, c'est qu'il faut faire explicitement le diagnostic de la fin de vie. Il faut bien sûr tenir compte de la volonté du patient. Il faut assumer son intentionnalité lors d'une décision d'arrêt thérapeutique. Il faut accepter parfois l'inévitable accélération de la survenue du décès, aider à bien mourir. Il faut réfléchir à la terminologie palliative et surtout, il faut garder sa conscience en éveil. Je vous remercie de votre attention.